Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Marc, dans ton livre, tu écris que, justement, repenser l'attractivité des territoires n'est pas un guide méthodologique pour mettre en place une stratégie de marketing territorial. Néanmoins, est-ce que tu peux donner à nos auditrices et auditeurs peut-être les grandes étapes pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et faire plus une communication territoriale sans grand intérêt versus mettre en place une véritable stratégie de marketing territorial? Quelles seraient les grandes étapes selon toi? Alors la première étape, moi j'en distingue 8 étapes, donc je vais essayer de pas faire un tunnel de 25 minutes là-dessus. En gros, je vais faire court. La première étape, et de manière un peu bizarre, c'est pas forcément l'étape la plus naturelle dans l'esprit du secteur public, c'est pourquoi j'ai besoin de me lancer dans une démarche de marketing territorial. En gros, quelles sont les difficultés que rencontre le territoire? Mais si je ne pose pas cette étude préalable, si je ne fais pas un diagnostic préalable sur quel est mon problème, en gros, je fais absolument n'importe quoi et je me fais plaisir, mais c'est absolument inefficace. Alors ce why dont parle tant Simon Sinek, le fameux l'américain là, est-ce qu'il est profondément inscrit dans la tête des élus des différentes parties prenantes? Ou est-ce que finalement, cette question qui peut paraître toute bête et qui est la première étape, finalement beaucoup de gens ne se la posent pas parce qu'ils se disent il faut le faire donc on y va. Et on a toujours fait comme ça. Oui, alors les choses sont assez partagées, mais en gros, oui, c'est pas une étape naturelle, ça se fait pas naturellement, c'est pas culturellement dans l'esprit des équipes en place. Et puis surtout, il y a une fâcheuse tendance pour les collectivités à faire du mimétisme et que parfois on se lance dans une démarche d'attractivité parce que le voisin l'a fait, parce que tel autre territoire l'a fait. Mais l'idée, elle est pas de suivre, elle est pas de se lancer parce que machin l'a fait, elle est de se dire quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin? Et quand je dis de quoi ai-je besoin, je parle au nom du territoire, mais aussi de tous les acteurs du territoire. Et une fois de plus, ça peut être les commerçants qui ont besoin de nouveaux clients, les entreprises qui ont besoin de recruter, etc., etc., etc. Est-ce que ça ne mobilise pas des tonnes et des tonnes de compétences et de forces? Absolument, d'où le fait de travailler de manière collective, parce que on a besoin d'un certain nombre d'acteurs qui, chacun dans leur activité, ont une connaissance de leur marché, de leur segment d'activité, et c'est eux qui doivent faire remonter les informations. Ok. Deuxième étape, s'il te plaît. La deuxième étape, c'est en fonction des difficultés que j'ai analysées et qui me motivent à me lancer, c'est quels sont les objectifs que je vise. En gros, quel est le marché que je veux essayer de conquérir, marché ou part de marché, évidemment. Ça veut donc dire qu'il y a une troisième question qui arrive immédiatement derrière, c'est quelles sont les cibles que je dois viser. Et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur quelles sont les cibles qui seraient les plus adaptées à l'offre que le territoire a à faire. Donc, ce qui veut dire ne pas plaire nécessairement à tout le monde et l'assumer. Mais absolument. La quatrième étape, c'est l'analyse de la concurrence. En gros, quels sont les territoires qui peuvent développer des arguments assez proches des miens et comment je vais faire pour me démarquer. Et là, une fois de plus, je veux pas faire l'insulte à tous les professionnels du marketing qui vont m'écouter et qui seraient peut-être même plus compétents que moi là-dessus, arrive la notion de plus-value de l'offre. Quelle est la plus-value que je peux donner à mon offre territoriale pour que, avec plusieurs territoires qui proposent la même chose, la mienne soit ressentie comme supérieure à celle des concurrents? Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, et ça va dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la phase de détection d'éventuels partenaires et de se dire, j'avais le sentiment qu'on était concurrents, mais peut-être que sur tel ou tel segment de marché, on peut travailler ensemble. Mais Marc, est-ce que j'en reviens toujours à cette guerre d'ego? Alors tu en parlais, tu avais réussi à outrepasser tout cela quand tu étais à Caen-la-Mer, mais cette guerre d'ego entre élus, est-ce qu'elle vient pas au final tout foutre en l'air et de par le fait de dire mais non, on est forcément mieux que notre voisin. Je le vois avec un bled dans le Gers qui déteste un autre bled. Alors bon, évidemment, c'est des villes de 4000 habitants qui sont côte à côte. L'un est plus industriel, l'autre est plus touristique et culturel. Et ils se détestent et ils n'arrivent jamais à se parler. Finalement, est-ce que ces guerres d'ego sans intérêt ne sont pas en train de tout ruiner vis-à-vis de ce qui fait la différence ?
Écoute, je vais être plutôt positif là-dessus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience, qu'il faut dépasser tout ça. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui sont développés sur l'analyse, par exemple, des résultats de ces démarches d'attractivité. Alors, pour le coup, là, c'est la dernière de mes 8 étapes, mais on reviendra sur les précédentes. Et on s'aperçoit, et je pense à, par exemple, un économiste qui s'appelle Olivier Portier, qui travaille avec le site Laou, que j'évoquais tout à l'heure, et qui essaye de chiffrer les retombées économiques. En gros, une famille qui s'installe avec enfants sur un territoire, qu'est-ce que ça amène au territoire? Qu'est-ce que ça amène aux commerçants? Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça crée un usage supplémentaire, par exemple, une fréquentation supplémentaire d'associations culturelles, sportives, etc., etc. Voilà. Il y a un moyen de chiffrer tout ça. Alors, tout ça est un peu complexe et je ne vais pas développer ça ici. Mais en tous les cas, ça veut dire que pour dépasser ces querelles d'ego, il y a aussi à s'appuyer sur ces travaux qui montrent aussi, par exemple, que l'urbain et le périurbain sont absolument liés et que des gens qui habitent en périurbain, ils vont faire leurs courses dans l'urbain. Donc, il y a des avantages pour tout le monde à tirer et que l'idée, c'est vraiment de développer un discours autour des bénéfices communs qui peuvent être attendus et de l'intérêt de travailler ensemble sur ces sujets-là. Alors ça, c'est la dernière étape, comme tu l'as dit. Mais alors, quelle est la 5e, 6e et 7e étape? Espèce de petit coquin, va. Alors, la 5e, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est la mobilisation collective qui je vais mettre autour de la table pour travailler l'attractivité que je veux développer. Et à l'intérieur de ça, c'est aussi, comme je le disais, pas simplement des partenaires extérieurs à la collectivité, mais c'est aussi un certain nombre de directions de la collectivité qui peuvent être concernées. L'idée, c'est de se dire que, par exemple, les arguments autour de la qualité d'accueil de la petite enfance, si on veut cibler un public de familles avec des jeunes enfants, il y a vraiment intérêt à aller chercher du côté de la direction qui s'occupe du secteur de la petite enfance pour aller chercher des arguments. Donc, j'ai besoin de travailler aussi avec eux. La 6e étape, elle est, alors, à mon sens, une des plus passionnantes, c'est le développement de l'argumentaire, ou pour le dire autrement, le développement du récit que je vais mettre en place. Et donc, il y a à la fois le côté d'introspection, de travailler sur ce qu'est le territoire et sur son portrait. Et ça, c'est, tu l'as constaté, j'imagine, une grosse partie de mon bouquin sur le portrait identitaire et justement sur un portrait plus sensible qu'un portrait purement descriptif et d'alignement de performance. Et c'est d'aller chercher aussi au sein du territoire toutes les preuves qui vont démontrer que je ne suis pas uniquement dans l'auto-proclamation, mais que je peux amener par des gens, par des réalisations, par des projets, par des tas de choses, la preuve que oui, ce que je dis existe réellement. Alors, s'il te plaît, Marc, toi qui n'as pas vécu qu'à Caen-la-Mer, où tu travaillais pour Caen-la-Mer, tu as vécu en région parisienne, mais tu as aussi vécu dans une ville absolument magnifique qui est Saint-Étienne. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour illustrer ce propos, nous parler des fameux Lady Gaga ou tout simplement les Gaga, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est justement ça, c'est un magnifique exemple qui va très bien illustrer ce que tu nous dis. Oui, alors je sais pas si je répondrai exactement à ta question, mais en tous les cas, c'est évident. C'était l'approche que j'ai développée lorsque j'étais à Saint-Étienne. C'est que ce qui fait la richesse de cette ville, c'est pas forcément sa qualité architecturale. 3 petits points. Mais c'est alors un peu, je vais faire un peu simpliste et court, mais c'est un peu comme dans le Nord, c'est la valeur humaine des gens. Et que moi, en bon parisien, lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, ce qui m'a frappé le plus, c'est la qualité de l'accueil et l'ouverture à l'autre. Et il se trouve que, et je peux multiplier les exemples, j'ai vérifié quasiment au quotidien, que ça soit parce qu'on demande son chemin dans la rue, le Stéphanois, il a peut-être du mal à vous expliquer, puis en plus un peu compliqué, donc montez donc dans la voiture, je vous emmène, parce que de toute façon, c'est mon chemin. Et puis si c'est pas mon chemin, c'est pas très grave, je ferai un détour et je suis pas 5 minutes. C'est une mamie dans le tramway qui se lève pour que les enfants puissent s'asseoir. Et il se trouve qu'en plus, elle a des bonbons dans la poche, donc elle va leur donner des bonbons. C'est le fait au bout de 3 jours où je vais boire un petit café après avoir emmené mes enfants à l'école, au bout de 3 jours, j'ai 5 minutes d'avance, j'ai un peu de temps, donc je demande un deuxième café, et le patron me dit, ça tombe bien, je voulais vous en offrir un.
Donc c'est ce sentiment qu'au bout de 3 jours seulement, je suis devenu un habitué. Pour l'avoir testé dans d'autres régions, il m'a fallu parfois plusieurs années avant que le café dans lequel je prenais mon café matinal s'aperçoive que j'étais devenu un habitué. Et donc, il se trouve que le surnom des Stéphanois, c'est les Gagas, et qu'on a évidemment travaillé sur l'ensemble de ces qualités collectives qui font que la vie à Saint-Étienne, là encore, je fais le cours et la réalité n'est pas toujours à la hauteur du discours, mais quand même, il y a un ensemble de valeurs et de qualités humaines qui font que oui, on peut se sentir très vite chez soi, se sentir à l'aise et en gros se sentir à sa place. Ce qui est plus compliqué, tu sais, c'est tous ces territoires qu'on se discours, ah oui, mais alors nous, on n'est pas comme d'autres, on n'accorde pas notre confiance immédiatement, mais une fois qu'elle est accordée, alors là, c'est pour la vie. Et là, ce qu'on a envie de leur dire, oui, mais alors vous allez mettre combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Alors si ça vous dérange pas, je vais aller dans un territoire plus artificiel peut-être, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus sympathique. Tu voulais dire, tu voulais faire donc un petit coucou à nos amis bordelais, nos amis parisiens et nos amis bretons, c'est bien ça? Oh, je ne cite personne. Bon, moi je peux me permettre de le dire, les Bordelais, je suis originaire de Toulouse, donc tout ça est totalement biaisé, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais, allez, je peux prendre un exemple. Il y avait un article dans le Monde il y a quelques mois sur l'échec d'un certain nombre d'implantations de Parisiens à Marseille. En gros, alors l'article est un peu orienté, donc peut-être que les choses sont pas aussi négatives que ça, mais on sent bien que la problématique, c'est de débarquer dans une ville avec ses propres codes et d'essayer de se recréer une manière de vivre telle que celle qu'on avait avant. Et donc, d'ignorer ou de pas suffisamment rechercher le mode de vie du territoire dans lequel on est. Et surtout, et c'est là qu'il y a un gros travail à faire de la part des territoires, de délivrer les clés de ce mode de vie. Comment je peux comprendre qu'il y a telle habitude de vie et pas telle autre? Et en gros, beaucoup de territoires ont développé ce qu'on va appeler des services d'accueil de nouveaux arrivants. Et donc, on prend en charge le fait de distribuer de la documentation, de faire visiter, d'aider à choisir l'école, trouver un logement, un emploi pour le conjoint, etc., etc. Mais pas mal de territoires aujourd'hui développent non plus des services d'accueil, mais des services d'hospitalité. Ça veut donc dire qu'ils ont compris qu'il fallait accompagner autrement que par un petit buffet de nouveaux arrivants et la distribution de prospectus. Il faut accompagner plus humainement des nouveaux arrivants, en particulier en leur délivrant les clés de la manière de vivre ici. Mais c'est, tu l'as sans doute vécu en changeant de région, c'est comment ça marche tes transports en commun, c'est quoi la meilleure boucherie du coin, qu'est-ce que je fais le dimanche avec mes enfants en bas âge, où est-ce que je peux me stationner gratuitement, quel est le meilleur chemin pour aller d'un endroit à un autre. Alors oui, c'est un peu plus long, mais en tous les cas, il y a moins de circulation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Moi, quand j'ai quitté Paris pour aller à Saint-Étienne, puis Saint-Étienne pour aller à Caen, j'ai mis un peu de temps à comprendre les transports en commun, c'est pas le même nom, où est-ce qu'on achète les tickets, etc., etc. Donc, si on peut m'expliquer ça très vite, je vais gagner du temps et je vais me supprimer un certain nombre de difficultés. Je comprends parfaitement et je t'avoue que quand tu vas voyager à l'étranger, tu sais bien ce que c'est, tu aimerais aussi parfois avoir ce genre d'informations et c'est tout à fait valable dans ton propre pays. Quand tu changes de région, toi tu es passé de Paris à Saint-Étienne et maintenant à Caen-la-Mer, donc tu as non pas traversé la France, mais tu as fait en tout cas un très très beau triangle. Quelle est la nouvelle étape, s'il te plaît? Alors, ça n'est pas la dernière, puisque la dernière, on l'a dit, c'était analyser les résultats, mais quelle est l'avant-dernière étape, s'il te plaît? Alors, l'avant-dernière étape, c'est quel est le plan d'action que je vais mettre en œuvre. Et c'est là, enfin, et je rassure les communicants, qu'on va avoir besoin des communicants, mais pas que. Parce qu'il y a évidemment des actions de communication à mettre en place et un certain nombre d'outils à mettre en place. Je ne veux pas tous les détailler. Je sais pas, site internet, réseaux sociaux, vidéos, relations presse, événementiels, patati patata. Éventuellement, campagne d'affiches dans le métro, mais je recommanderais de garder l'agent pour faire des choses plus utiles. Mais il y a aussi, et là encore, on peut aller regarder ce qui se passe du côté du secteur marchand, à développer ce qu'on va appeler, il y a 2 types de marketing qui sont intéressants. Et je crois que nos amis du secteur tourisme ont vraiment défriché la voie là-dessus. Il y a à la fois ce qu'on appelle le marketing expérientiel et à la fois le marketing des services. Donc le marketing expérientiel, c'est en gros le marketing de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand, si je suis dans le secteur marchand, un prospect rencontre une marque? Et donc beaucoup réfléchissent à ça, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe, si je reviens à notre sujet, lorsque un potentiel
nouveau résident sur un territoire rencontre vraiment le territoire alors qu'il ne l'a vu qu'à travers un site internet ou qu'à travers des brochures. Et ça, c'est intéressant de décrypter cette rencontre. Donc, comment je peux l'anticiper pour faire en sorte que l'expérience à la fois soit positive, mais qu'elle confirme aussi les arguments que j'ai développés dans mon argumentaire. Et puis, le marketing des services, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place comme services qui vont faciliter l'arrivée, l'intégration de ces nouveaux résidents, seuls ou en famille, avec enfants ou sans enfants. Et donc, cette notion de développement de services, et je reviens par exemple à ce que je disais tout à l'heure sur la petite enfance, c'est là qu'on va aller aussi chercher qu'est-ce qui se passe aussi pour les habitants. Parce que les habitants bénéficient d'un certain nombre de services et c'est important que j'analyse ces services-là pour les mettre aussi au service des nouveaux habitants.